Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Et on est sur une section très simple. On n'est pas habitué avec les caméras, mais bon, maintenant, Ben voilà, on se modernise. comme ça c'est une première. Donc moi je suis Nicolas Dessau, je viens de Lille. J'ai fait cette conférence en fait donc sur Marx, le marxisme et les crises, à deux reprises déjà à Lyon et puis à domicile à Lille. Et puis lorsque ça a été présenté à Lille, Thomas que je fais depuis longtemps m'a dit mais est-ce que tu viendrais pas à Elbeuf? Donc voilà, les choses se sont faites progressivement et puis l'invitation ici à la Maison des communistes. Donc merci de m'avoir invité. Pas de souci. On est heureux de t'accueillir dans la section. On te souhaite un bon débat. Bon, parfait. Alors, inutile d'expliquer pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de se replonger dans ce que Marx et les marxistes après lui ont pu dire sur les crises économiques. On est en plein dedans, on nous en parle tous les jours, et il n'y a pas une journée sans soit une nouvelle supplémentaire concernant la crise économique. Alors aujourd'hui c'est l'histoire de la révision de la note de la France, et puis tous les jours aussi des luttes qui sont liées à ces questions de la crise. C'est les vagues de manifestations en Grèce, c'est les manifestations au Portugal, c'est les manifestations aux États-Unis, et ainsi de suite, et ça se succède sur fond de crise, ou en tout cas de ce qu'on appelle la crise, j'y reviendrai, depuis une bonne année et plus. Donc c'est un sujet d'actualité. Alors, moi je ne vais pas raconter ce qui se passe par rapport à ça, mais plutôt essayer de replonger un peu dans ce qu'a écrit Marx, pour voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui par rapport à la question de la crise économique, et puis un peu comment ça peut se traduire un siècle et demi après lui. C'est pas un sujet absolument simple parce que il y a eu énormément de choses qui ont été écrites sur le sujet depuis que Marx l'a abordé lui-même. Et puis, ça a aussi toujours eu des conséquences politiques, parce que la façon dont on analyse la crise économique, souvent on en déduit qu'est-ce qu'on peut faire. En soi, analyser la crise, bon, c'est une chose, mais ce qui est important pour des militants, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Et c'est intéressant de voir comment le mouvement ouvrier a donné un certain nombre de réponses, et en fonction de ça, a pu privilégier tel ou tel aspect de l'analyse de Marx par rapport à la question. Alors, la première difficulté quand on se plonge là-dedans, c'est que bien souvent, quand on pense à Marx, on pense au capital, et la plupart du temps, quand on résume le marxisme, on résume le capital tel qu'il a été publié de son vivant, ce qu'on appelle le livre 1 du Capital. Celui-là, c'est vraiment un livre qu'il a écrit d'un bout à l'autre, qu'il a peaufiné, donc il a revu la traduction en français, puisqu'il avait écrit en allemand, donc ça correspond à un travail terminé. Manque de peau, dans ce livre 1, il explique une partie du problème, et puis après, le reste, c'est resté à l'état de brouillon. Et après sa mort, son ami Engels a repris en fait les brouillons de Marx, les a réordonnés à sa manière, quelquefois d'ailleurs elle est discutée, et puis a publié ce qu'on a appelé les livres 2 et 3 du Capital. Et puis à la mort d'Engels, il y avait encore des brouillons disponibles. Et là, c'est Kautsky qui a appris à déchiffrer l'écriture de Marx, parce qu'apparemment c'est pas une mince affaire, et qui a publié un autre livre qu'on appelle les théories sur la plus-value, mais qui correspond à ce qu'on appelle couramment le livre 4 du Capital. Et puis, dans les brouillons, on a encore continué d'exhumer des choses. Et notamment, dans les années 20, Riazanov, qui est un marxiste soviétique, a exhumé tout un tas d'archives de Marx qui étaient encore inconnues, et puis il a commencé à les éditer. Bon, le pauvre n'a pas eu tellement de chance parce qu'il a terminé au goulag. Mais au moins, il a pu faire connaître tout un tas de manuscrits qui transforment
la vision qu'on peut avoir de ce que Marx avait en tête quand il écrivait le Capital. Et on s'aperçoit que les livres publiés, c'est une partie de ce qu'il projetait d'écrire. En gros, ça correspond à moins du tiers. Et pour le reste, il faut se débrouiller avec des allusions, des brouillons, etc. Donc, c'est pas toujours simple parce qu'on s'aperçoit quand on reprend l'historique, qu'est-ce que les marxistes ont dit à l'époque de Lénine et de Rosa Luxembourg, dans les années 50, etc. De quoi ils parlaient? Ils ne parlaient pas toujours du même Marx, parce que certains pensaient uniquement au livre 1, d'autres pensaient à l'ensemble des 4 livres, d'autres pensaient à l'ensemble de ces brouillons et de manuscrits publiés, et du coup, ils arrivent, à partir de la même pensée marxiste, à des conclusions quelquefois assez radicalement différentes. Alors, ça paraît un peu abstrait, mais dès qu'on commence à creuser un peu cette question de ce que disait Marx sur les crises économiques, on se heurte à cette difficulté-là. Par exemple, on sait que Marx avait prévu d'écrire un livre sur la question de l'État. Et dans cette question de l'État, il voulait parler de l'impôt. Quand vous regardez ce que les marxistes écrivent sur l'impôt, c'est souvent assez maigre aujourd'hui. De la dette publique, alors ça c'est un sujet, on aurait bien aimé qu'il puisse plonger réellement dedans, parce qu'aujourd'hui ça nous servirait bien. Il voulait parler du marché mondial, il voulait parler des crises. Autrement dit, il y a tout un tas de choses qu'il avait prévu d'exposer, et finalement sur lesquelles on n'a que des rares indications qu'il faut venir chercher ailleurs. Ça ne nous facilite pas beaucoup la vie. Surtout que Marx a une méthode extrêmement rigoureuse. Quand il analyse quelque chose, il le fait comme le font les scientifiques, c'est-à-dire il isole un aspect, il explique bien cet aspect, mais du coup, il est obligé d'éliminer tout ce qui lui paraît secondaire à ce moment de la démonstration. Quand cet aspect est bien démontré, il passe au suivant. Donc c'est une espèce de long empilement. Et évidemment, quand on prend ce qui est écrit, il décrit une partie du capitalisme, mais il ne décrit jamais le capitalisme dans son ensemble. C'est pas qu'il n'avait pas l'intention de le faire, c'est qu'il n'a jamais eu le temps de le faire. Il faut pourtant des lignes et des lignes, il en a écrit un certain nombre. Autrement dit, le gros problème, c'est que quand on essaie de confronter les textes de Marx avec le capitalisme pris dans son ensemble, souvent on s'aperçoit qu'il y a un raccord qui ne se fait pas bien, parce que le capitalisme paraît plus compliqué que ce que Marx a écrit. Et la tentation, évidemment, d'un certain nombre d'économistes, même quand ils se disaient marxistes, ça a été de se dire, c'est pas grave, on va ajouter des choses, on va corriger Marx. Bon. Et puis, souvent, ces corrections-là servaient à justifier telle ou telle orientation politique. D'où l'intérêt quand même d'essayer de creuser un peu plus loin et de voir de quoi il parlait vraiment. Sinon, on se retrouve dans une situation où on peut, avec les mêmes bases, expliquer un peu tout et son contraire. Sur la question des crises, il faut essayer de comprendre comment se poser la question au moment où lui a commencé à écrire, donc à parler d'économie politique. Au milieu du XIXe siècle, il y avait déjà tout un tas de théories économiques en place, des gens comme Schmitt, Ricardo, Say, qu'il a lu, qu'il cite très régulièrement, qu'il critique aussi, mais qui formaient le meilleur de l'économie bourgeoise de l'époque. Et ces gens-là passaient leur temps à décrire le capitalisme comme un système qui fonctionnait bien. Donc ils décrivaient quelque chose qui marchait parfaitement, et du coup, ils avaient beaucoup de mal à expliquer les crises. Leur façon d'appréhender le capitalisme comme un équilibre parfait ne permettait pas d'expliquer le fait que tous les 5 ans, tous les 10 ans, ils se ramassaient la gueule. D'un seul coup, il y avait massivement des fermetures d'usines, des produits qui ne se vendaient plus, etc. Et ça, c'est, disons, le point de départ de l'analyse marxiste des crises économiques, c'est de considérer que le capitalisme,
c'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose qui fonctionne de la même manière de toute éternité. Au contraire, c'est quelque chose qui est en permanence en crise. Et il voyait bien, d'ailleurs, il a montré avec des statistiques à l'appui que tous les 5 ans, tous les 10 ans à peu près, eh bien, il y avait de nouveau un phénomène de crise, il y avait de nouveau des masses de marchandises qui n'arrivaient pas à se vendre, et du même coup, des masses d'ouvriers qui se retrouvaient au chômage. Donc pour lui, cette instabilité, c'est quelque chose qui fait partie de manière intrinsèque du capitalisme. Et aujourd'hui, on le voit bien, finalement, pour moi qui approche la quarantaine, je n'ai pas souvenir qu'on ne m'ait pas dit c'est la crise. J'ai toujours connu la crise. Effectivement, alors, on vient en parler un peu toujours en référence en disant il y a eu les 30 glorieuses, c'était pas la crise. Oui, mais sur les 200 ans et quelques de capitalisme, en fait, c'est ça qui est l'exception. La période de stabilité et de plein emploi, c'est presque une anomalie dans le fonctionnement du capitalisme, et d'habitude, il est en crise. Alors, ce que Marx essayait de mettre en avant, le point de départ de son analyse par rapport aux crises, c'est ce qu'il appelle la crise de surproduction. C'est jamais qu'on surproduit, on produit trop en absolu, c'est que les capitalistes produisent plus de choses qu'ils ne vont pouvoir en vendre en définitive. Donc, pourquoi ? Simplement parce que leur intérêt c'est de produire un maximum dans l'espoir de vendre. Mais au bout du compte, il faut bien trouver un consommateur solvable. Dans la mesure où toute cette production n'est pas calée sur les besoins humains, c'est-à-dire ils ne produisent jamais en se disant tiens, on va faire ça parce que l'humanité en a besoin, ils produisent toujours parce qu'eux ont besoin de faire des profits. Du même coup, on arrive toujours dans des situations où on a produit beaucoup trop par rapport à ce que les gens vont pouvoir acheter. Et ça fait tout de suite une différence importante. C'est important même par rapport justement à ces économistes bourgeois du XIXe siècle qui considéraient que, ce qu'on entend souvent encore, quand on entend des économistes discuter, on nous dit il y a l'offre, il y a la demande, et puis bon an mal an tout ça va s'ajuster, et presque par miracle, il va y avoir autant d'offres, c'est-à-dire autant de marchandises proposées par les capitalistes, que de demandes, c'est-à-dire que de gens qui veulent acheter et qui sont en mesure d'acheter. Pour Marx, oui, il y a l'offre et la demande, mais le moment où ça s'ajuste, c'est presque un hasard. C'est pas un état d'équilibre, là encore, permanent, c'est de temps en temps ça se rencontre, et la plupart du temps, l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Autrement dit, le modèle sur lequel fonctionne toute l'économie bourgeoise, il fonctionne sur quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie. L'idée que l'offre et la demande vont s'ajuster, l'idée que du coup on produit toujours exactement ce qui va être nécessaire, ça c'est du flan. Je vais essayer de prendre un exemple et de le filer. Vous allez comprendre comment cette histoire de la crise de surproduction, c'est-à-dire qu'on a produit trop par rapport à ce qui était achetable, ce qui n'était pas les consommateurs solvables, ça peut se jouer encore aujourd'hui. Parce qu'évidemment, au XIXe siècle, on n'avait pas des outils économiques très performants pour ajuster tout ça. On pourrait se dire aujourd'hui, finalement, on pourrait mieux ajuster. Et on constate que non. Prenons par exemple une entreprise capitaliste qui fabrique des maisons. Donc, elle produit des maisons. Son problème, c'est pas de savoir si il y a des gens qui vont les habiter, mais de savoir s'ils vont pouvoir les vendre. Et ça, c'est le principe général du capitalisme. C'est le circuit argent. Ils vont investir de l'argent dans la production de marchandises, donc les maisons en l'occurrence. Marchandises, voilà nos maisons qui sont construites. Et en définitive, argent, ils vendent, ils récupèrent cet argent, et un bénéfice, ce que Marx appelle la plus-value. Et ça, ce circuit argent, marchandises, argent avec plus-value, c'est vraiment la formule qui s'applique à l'ensemble du capitalisme. C'est leur objectif ultime et permanent. Le problème, c'est que si on a de l'argent qui est investi, des marchandises qui sont produites, et puis qu'au bout du compte, il n'y a personne pour les acheter, le dernier morceau, il se casse la gueule,
et du même coup, ils se retrouvent avec leur argent immobilisé sous la forme de marchandises, absolument invendable. Donc, soit ils vendent à perte, soit ils font faillite, mais ça ne marche pas. Je prends cet exemple de la maison. Bien sûr, il y a ça peut être la petite entreprise qui va construire une maison, mais globalement, aujourd'hui, on a plutôt des choses type bâtir, Bouygues, etc., qui vont construire un pâté de maisons complet, un lotissement, etc. Donc, des très grandes entreprises capitalistes qui investissent à une échelle massive. Ils veulent vendre des logements par milliers. Le problème, c'est, vous voyez le prix du logement aujourd'hui, personne ou à peu près personne peut sortir cash en disant clac, voilà plusieurs millions, j'achète une maison. Et effectivement, pour trouver des consommateurs solvables, des gens qui sont en mesure d'acheter la maison, les capitalistes n'ont pas tellement le choix. Il faut leur permettre de payer en plusieurs fois. Et le mécanisme du crédit immobilier, crédit à la consommation, il fonctionne là-dessus. Donc, à partir du moment où on introduit le crédit, on fait qu'un consommateur qui au départ pas solvable le devient. Donc effectivement, ça fonctionne, mais on a simplement reporté le problème. Au final, est-ce que la personne va être en mesure de payer son crédit ? C'est pas une chose absolument évidente. Qu'est-ce qui permet l'existence de ce crédit ? C'est précisément ce cycle argent, marchandise, argent et plus-value, c'est-à-dire que la marchandise, elle est en permanence, l'un ou l'autre, elle est soit argent, soit marchandise, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Autrement dit, plus il y a de marchandises dans le circuit, plus il y a aussi d'argent qui tourne dans le circuit, et cet argent dans les banques, il peut être employé comme crédit. Vous ne pouvez pas distinguer l'argent du crédit de l'argent des marchandises. En réalité, c'est le même à l'échelle globale du capitalisme qui continue à tourner en permanence. C'est vraiment des choses qui sont imbriquées l'un dans l'autre. Et je le dis parce qu'il y a très souvent des idées d'essayer de penser que le crédit c'est quelque chose de complètement autonome par rapport à la production. Non. Quand on regarde ce que c'est économiquement, fondamentalement, ça part de la même chose. Et bien, effectivement, avec ce système, c'est que on a bien reporté le problème, on a permis à des gens d'acheter à crédit, s'ils ne peuvent pas rembourser, finalement, on est bien dans la crise de surproduction, c'est-à-dire on a produit trop de maisons par rapport à ce qui était payable en définitive. Le fait qu'on ait mis du crédit là-dedans, ça fait qu'on a l'impression que c'est une crise du crédit. Mais en définitive, c'est bien une crise de production. C'est bien qu'on a produit trop par rapport à ce qui était vendable. Alors, le système qui est généré par ça, c'est effectivement fait que le crédit, au bout d'un moment, parce que c'est, pour un capitaliste, ça ressemble à la production. C'est-à-dire finalement, vous donnez 1 million d'euros à quelqu'un, et en définitive, il va devoir vous rendre 1 200 000. Du même coup, les papiers qui établissent l'existence de cette dette, ils rapportent de l'argent. Ils rapportent de l'argent, c'est-à-dire que celui qui détient le papier, donc qui détient la reconnaissance de dette, ni plus ni moins, il a la possibilité de réclamer l'argent au final. Et c'est effectivement ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'on passe son temps en fait à revendre des traites, à revendre des dettes. Et ça, on le voit très très bien. Vous connaissez sûrement comme moi des gens qui ont des dossiers de surendettement ou des rachats, qui sont passés par des sociétés de rachat de crédit, etc. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement, la société qui rachète des crédits, c'est pas des philanthropes, eux, ils récupèrent à un certain prix cette reconnaissance de dette et elle va leur ramener de l'argent.
Ce qui fait que, d'un certain point de vue, l'existence du crédit, elle dépend de l'existence de la production, mais finalement, pour un capitaliste, ça peut être intéressant de racheter directement des crédits. Et c'est ce que Marx appelait le capital fictif, c'est-à-dire que de plus en plus, on est non pas sur de l'argent qui vient directement de la production, mais sur de l'argent qui n'existe pas encore, d'une certaine façon, qui n'a pas encore été produit, qui ne correspond pour l'instant à rien. On tire des traites sur l'avenir. Quand c'est à petite échelle, on peut se discuter. Quand ça devient le fonctionnement général du capitalisme, ça pose effectivement un problème massif, c'est que on est en train de tirer de plus en plus sur le travail à venir, et c'est toujours sur le travail des salariés que ça se passe, parce que même si on est passé par l'étape du crédit, on se base toujours sur l'argent qui a été, les marchandises qui ont été produites au départ. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où on a cette masse de crédit qui circule et puis on commence à avoir des doutes sur le fait qu'un jour les gens vont pouvoir le rembourser? La tentation, c'est de s'en débarrasser, se dire finalement ce papier-là qui était censé me valoir 5%, 6%, 10% de bénéfices, je vais sans doute en tirer moins, je vais essayer de le revendre à un autre, il se débrouillera avec ça. Et puis au bout d'un moment, tout ça se dévalue massivement, parce que plus personne n'a confiance dans le fait que cet argent-là va exister, et on se retrouve avec des titres de dette qui ne valent plus rien, et puis en face, parce qu'ils correspondent quand même bien à des marchandises qui ont été produites, des marchandises qui ne valent plus rien non plus. Or, ce fonctionnement-là, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des maisons, c'est exactement ce qui s'est passé avec la fameuse crise des subprimes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a incité des gens qui n'étaient pas solvables, qui n'avaient pas un rond, qui étaient des salariés pauvres ou des chômeurs, à prendre des crédits en disant vous rembourserez un jour, en sachant que les chances qu'ils remboursent étaient maigres, et ils ont joué vraiment sur ce risque. Et aujourd'hui, on se retrouve avec massivement des gens qui ne peuvent plus payer, qui se retrouvent expulsés de leur maison, et des titres de la dette qui valent rigoureusement rien. Donc ça illustre un peu les crises de surproduction, et si j'en parle, c'est parce que bien souvent, dans les économistes actuels ont tendance à dire les crises de surproduction, bon oui, ça a peut-être existé au début du capitalisme, mais aujourd'hui on n'en est plus là, ça n'existe plus, et puis à imaginer que c'est des crises qui se passent uniquement dans la sphère financière. Ben non, on les a reportées peut-être dans la sphère financière, mais elles se passent bien au départ dans la production. Alors, cela dit, cette histoire des crises de surproduction, qui est la partie, disons, la plus lisible, je parlais un peu des différents manuscrits de Marx, ça fait partie des choses qui ont le plus circulé, qui apparaissent vraiment de manière claire, précise dans son œuvre, qui ne faisaient pas objet de discussion, et donc qui ont été très vite accaparés par les marxistes dès la fin du XIXe siècle. Du coup, ça a effectivement eu des effets politiques. Et les effets politiques, ça a été d'identifier les crises comme étant un phénomène lié à ce qu'on appelle classiquement l'anarchie du marché. L'anarchie du marché, c'est le fait effectivement que chaque capitaliste individuellement, il se contrefiche et du bien-être de la société, il n'est pas là pour ça, et même de savoir s'il n'y a pas d'autres capitalistes qui vont produire la même chose, puisqu'ils sont justement dans un jeu de concurrence entre eux, bien, tout le monde va produire un peu tout et n'importe quoi, sans aucune cohérence, sans aucune planification, et du même coup, c'est ça qui engendre la crise de surproduction. Donc, ça a effectivement, du coup, engendré une réponse politique par rapport à ça, mais une réponse politique qui n'était pas sans poser problème. Ce qui s'est passé avec notamment ce qui a été un peu la mère de tous les partis ouvriers en Europe et même ailleurs, c'est-à-dire le Parti social-démocrate allemand,
qui était progressivement en train de devenir ce qu'on appelle aujourd'hui social-démocrate. Au départ, c'était un parti ouvrier, mais il est devenu de plus en plus réformiste. Il s'est appuyé en mettant en avant le plus possible cette question de l'anarchie du marché, des crises de surproduction, pour dire qu'au fond, si on avait un capitalisme planifié, avec des puissants trusts, eh bien, le problème de la crise de surproduction allait se résoudre de lui-même. Et on voit très bien dans la littérature socialiste du début du XXe siècle, très fortement en Allemagne, parce qu'il y avait un parti ouvrier très structuré, mais aussi dans les partis qui s'en inspiraient, soit ceux qui étaient au pouvoir, hein, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou qui y sont arrivés, notamment les bolcheviks en Russie, se sont inspirés de cette idée-là avec l'espoir qu'en développant les trusts, en développant la planification, on allait résoudre ce problème. Ça n'a pas forcément fonctionné exactement comme il l'envisageait, et on voit bien que dans le capitalisme des années 20 ou 30, on a déjà d'immenses trusts à l'échelle mondiale, et que la question des crises continue de se poser, ne serait-ce que la crise de 29. Et puis surtout, il y avait un implicite qui n'était pas sans poser problème, c'était de penser que tout ça c'était une affaire purement de direction, d'organisation, etc. Comme si, dans la production au départ, dans la production de plus-value, hein, c'est-à-dire cet argent qui vient en bout de cycle de la marchandise, il n'y avait pas la question de l'exploitation. Et bien souvent, ces politiques-là, et c'est pour ça qu'elles ont été très fortement liées au réformisme, mettaient de côté la question d'exploitation. Le problème du capitalisme, ça devenait uniquement une question d'organisation sociale et plus une question d'exploitation du travail salarié. Donc ça, c'est l'une des tendances qui a été un peu hypertrophiée. C'est pas quelque chose qui n'est pas dans le marxisme. Oui, les crises de surproduction sont dans le marxisme. Par contre, si on ne se fonde que là-dessus, on risque d'arriver à des conclusions dangereuses. Et à mon sens, quand on sort de la question de l'exploitation, on est déjà les deux pieds en dehors du marxisme. Même si on cite Marx à toutes les pages, on a supprimé ce qui était le noyau dur. J'expliquais tout à l'heure ce fameux circuit argent, marchandise, argent et plus-value. La plus-value, elle a été produite quelque part. Ce qui est la base de la plus-value, c'est le fait que les travailleurs eh bien, ont ajouté quelque chose à la marchandise. C'est le travail humain, et uniquement le travail humain, qui permet de produire cette plus-value. Et ça a été le noyau essentiel du marxisme, que de montrer que si on pouvait vendre les marchandises avec une plus-value, c'est bien parce qu'elle trouvait son origine dans le travail humain. Certains économistes bourgeois l'avaient pressenti, mais n'en avaient évidemment pas tiré toutes les conclusions, et notamment les conclusions politiques qui s'imposent. Ça a notamment une autre implication par rapport à la question des crises. C'est la question des profits. Effectivement, dans une crise, les profits baissent. Et c'est un phénomène que là encore, que les économistes bourgeois avaient perçu. Dès le début du XIXe siècle, ils avaient compris qu'il y avait un problème. Quand on examinait, statistiques à l'appui, combien d'argent les capitalistes avaient investi dans la production, et notamment dans leurs machines, et quels bénéfices ils produisaient au final, la proportion avait tendance à baisser. Alors, ça ne les gênait pas nécessairement beaucoup, parce que si la proportion baisse, mais que, au final, la masse des profits augmente, à la rigueur,
ce n'est pas forcément un problème pour eux, puisque ce qui va compter en définitive, c'est la masse des profits. Mais quand même, c'était un problème récurrent qui se posait à eux, dire qu'ils étaient en permanence obligés d'essayer de restaurer ce taux de profit, de réussir à l'augmenter. Pour ça, pour le restaurer, il y a toute une série de mesures qui sont amenées à mettre en place au fur et à mesure pour ça. La première chose, c'est effectivement d'intensifier le travail. Intensifier le travail, ça permet effectivement que dans un même temps de travail, on réussisse à produire plus de marchandises, donc à produire plus de profits. Évidemment, ce n'est pas quelque chose d'anodin, parce qu'intensifier le travail, c'est très beau sur le papier, c'est moins beau quand on est dans l'usine. Donc, la tendance qu'ont eu les capitalistes par rapport à ça, c'est effectivement, dans un premier temps, d'essayer d'allonger la journée de travail, mais ça a deux limites. La première, c'est que les journées n'ont que 24 heures, et puis en plus, il paraît qu'il faut que les salariés y dorment. Ça fait que ça. Et la deuxième, c'est que les salariés ne sont pas d'accord. Les ouvriers se sont battus pour avoir la journée des 12 heures, la journée des 10 heures, la journée des 8 heures, et ainsi de suite. Donc la réponse du patronat, ça a toujours été de dire, bon d'accord, alors au début il râle, la Marx se dit toujours, avec la journée des 10 heures, il y a des tonnes d'écrits pour dire, ça ne marchera jamais, ça va être l'effondrement de l'économie, ça va être dramatique, etc. Donc finalement les ouvriers ont travaillé que 10 heures, et les patrons se sont aperçus qu'ils faisaient des profits. Pourquoi ? Justement parce qu'ils ont réinvesti dans les machines, ils ont retravaillé pour avoir des rythmes de plus en plus intensifs, et donc effectivement, certes, ils ont investi plus, notamment ils ont investi plus de machines-outils, mais en définitive, ils dégageaient une masse de profit supérieure. En réalité, la proportion de profit continue à baisser, mais ça se voyait moins. L'autre possibilité, et ça on la voit à l'œuvre très régulièrement, c'est pas un phénomène nouveau, même si ça s'est accéléré, ça a été de dire, bon, là, dans ce pays-là, voire dans cette région-là, ça devient trop cher de produire, les ouvriers réclament des salaires, ils réclament des heures, ils réclament ci, bon, et si on allait voir ailleurs ce qui s'y passe ? Et effectivement, on voit bien comment le capitalisme, pour répondre à ça, il est amené en permanence à aller investir ses capitaux de plus en plus loin et surtout de plus en plus vite. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème quelque part, paf, on déplace. Et ça d'ailleurs c'est un des phénomènes que Marx avait bien remarqué. À un moment il s'est penché en disant mais pourquoi il y a ce rythme 5 ans, 10 ans qu'on retrouve dans les crises ? Il n'a jamais réussi à décortiquer le truc à fond, il y a des tonnes de manuscrits là-dessus, mais quand même, un des éléments qu'il identifiait, c'est qu'en gros, le rythme en question correspondait au rythme de dévalorisation des machines. C'est-à-dire que ça correspondait au moment où les machines, qui évoluaient très très vite, devenaient obsolètes, et donc effectivement, du capital qui avait été investi pour être ultra moderne, d'un seul coup, il était dépassé. Et à ce moment-là, pour le capitaliste, la question c'est toujours, allez, est-ce que je réinvestis dans cette usine-là pour la moderniser, ou j'en construis une complètement ailleurs ? Et là, on est toujours dans un problème parce que, on le voit dans toutes les luttes, surtout quand c'est fermeture de boîte, les gars disent, la boîte, elle tourne encore, on produit encore, et c'est vrai. Puis pour le patron, pour le même prix qu'il va moderniser ici, il peut reconstruire une usine complète ailleurs, beaucoup plus moderne, qui va faire plus de profit. Alors que la boîte elle tourne encore, que les ouvriers sachent encore travailler, c'est pas tellement son problème. Donc là encore, c'est que ce rythme-là de dévalorisation des machines, c'est un des éléments d'explication de la régularité des crises économiques. Et effectivement, du coup, ce qui va déterminer ça, c'est à la fois le coût des machines elles-mêmes, mais à la rigueur, il va être le même partout. Par contre, le coût de la main-d'œuvre, lui, n'est pas le même partout. Et
effectivement, là, on voit très bien cet effet-là. Alors, ils ne peuvent pas délocaliser absolument comme ils voudraient, pour tout un tas de raisons, et notamment parce que la main-d'œuvre, c'est aussi une question de qualification. Donc, il y a des pays où ils pourraient trouver de la main-d'œuvre, mais pas nécessairement aussi qualifiée que ce qu'ils voudraient. Et on voit bien aujourd'hui, ils segmentent en fait les entreprises en fonction des niveaux de qualification requis. Ils peuvent très bien produire 20 pièces dans 20 pays différents et puis les assembler dans un autre, parce que ça ne va pas requérir exactement la même chose. Donc cette segmentation, ben là encore, c'est un des effets de cette obligation pour eux de restaurer en permanence leur taux de profit qui, naturellement, a tendance à baisser. Et en même temps, c'est ça qui le fait baisser, parce que ça les oblige à investir, à investir, à investir, pour quelque chose qui devient de plus en plus évanescent. Ça, si j'en parle, c'est parce que c'est, je vais dire des gros mots marxistes, si vous me permettez, c'est un phénomène qu'on a appelé classiquement la baisse tendancielle du taux de profit. Voilà. Et du coup, ça a fait écrire. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de pages qui ont été écrites sur le sujet. On est loin de l'avoir épuisé. Hein, le marxisme, c'est extrêmement fécond. Mais parce que ça oblige à se poser beaucoup de questions sur comment fonctionne effectivement le capitalisme au quotidien. Et ça... ça pose un problème important par rapport, et ce que je dis au début, sur qu'est-ce que c'est qu'une crise. Et là, il y a souvent une divergence de point de vue entre la crise telle qu'elle est perçue par les salariés et la crise telle qu'elle est perçue par les patrons. Regardez les bénéfices affichés par les grandes entreprises. Bon, de temps en temps, il y en a une qui coule, hein, c'est vrai. Mais à la rigueur, dans le capitalisme, c'est normal, ils sont dans la concurrence, ça ne les choque pas qu'il y ait des entreprises qui coulent. De temps en temps, ils en rattrapent une par le col parce que pour des raisons peu politiques, ils ont besoin de la maintenir. Mais fondamentalement, on ne peut pas dire aujourd'hui que les capitalistes soient en crise. Quand il y a une vraie crise, 29, c'est une vraie crise. Bah, les patrons, ils ne jettent pas les fenêtres. Vous en voyez beaucoup des patrons qui jettent par les fenêtres. Pas assez. Bon. Ouais, c'est sûr. Et ça c'est un vrai problème. Parce que par contre, bah, quand on vous dit, voilà, bah, la boîte, désolé, mais demain elle ferme, les machines sont déjà vendues, bon, comme on a vu, hein, alors ça prend quelquefois les formes extrêmes, c'est-à-dire on arrive le matin et puis le parc machine a été piqué la nuit, il a été évacué. Ou ça prend des formes, voilà, on vous annonce le plan social, qu'on vous l'annonce un an à l'avance, ça ne change pas grand-chose. Fondamentalement, pour ceux qui vont se retrouver sans boulot, bah oui, il y a crise. Quand on ne peut pas nourrir sa famille, quand on ne sait pas si on va retrouver un jour de travail, ou même simplement la possibilité de vivre dignement, oui, il y a crise. Mais du même coup, on nous entretient dans l'idée qu'il y a crise et ça permet de faciliter le fait en disant ah, regardez, c'est pas de notre faute, c'est la crise, ça nous tombe d'au-dessus. Et du coup, ben, on est obligé de fermer. Alors on est obligé de fermer les entreprises, on est obligé de fermer les hôpitaux, on est obligé de réduire de fermer des classes ou d'avoir de plus en plus d'élèves dans les écoles, etc. Puis on vous dit c'est la crise, c'est la crise. Bon, visiblement, c'est quand même pas la crise pour tout le monde. Hein, quand il y a des entreprises qui affichent des 30% de bénéfices, qui se félicitent, là, c'est quoi, c'était IBM ce matin qui annonçait des chiffres qui avaient encore explosé. Et donc, cette différence de perception, c'est quand même quelque chose d'important, parce que justement, ce qui fait qu'ils font des bénéfices, précisément, c'est bien le fait qu'ils licencient. Et là, on se trouve toujours en porte-à-faux, parce qu'à chaque fois, les gars disent bah, je comprends pas, la boîte elle fait des bénéfices et elle nous licencie. Et oui, ils ont raison. Mais le point de vue du patron, c'est précisément que parce qu'il a licencié, il va faire des bénéfices. Et regardez systématiquement quand une entreprise annonce un plan social ou des licenciements, c'est pas compliqué. Là, voilà, la bourse monte, les actionnaires se félicitent, ils considèrent ça comme une bonne gestion, parce que, effectivement, ben, c'est ça qui va leur permettre de faire remonter les profits. Parce qu'ils vont fermer ici, ils vont rouvrir ailleurs, ou tout simplement, ils vont investir leurs capitaux autrement. Ils peuvent très bien décider qu'une production n'a plus aucun intérêt. De toute façon, il y a tout un tas d'autres endroits où ils peuvent investir.
que ça soit dans la production ou que ça soit directement dans la bourse, peu importe, puisque au bout du compte, ça va rapporter de l'argent. Donc effectivement, quand on parle de crise, il faut quand même être extrêmement prudent sur de quoi on parle et à propos de qui on parle. Cette histoire-là de baisse tendancielle du taux de profit, cette histoire de crise en général, certains auteurs marxistes, un peu à différentes époques, ont essayé de s'appuyer là-dessus pour dire que, au bout du compte, c'est cette crise-là, ou ce changement-là, qui allait emporter le capitalisme. Et ça prend la forme de ce qu'on a appelé souvent le catastrophisme, qu'on retrouve dans tout un tas de branches du marxisme, c'est tout un tas d'auteurs marxistes, l'idée qu'au fond, à un moment, il va y avoir une espèce de crise finale, comme un grand déferlement, et que le capitalisme va s'effondrer. Et ça, c'est une lecture qui est certes tentante, et on la trouve même quelquefois chez Marx d'ailleurs, pas le nier. Au début, avant qu'il ait vraiment poussé les études économiques loin, il y a une crise en 1852 et il écrit à Engels en disant cette fois-ci tu vas voir, ils vont pas s'en remettre. Bon, visiblement ils s'en sont remis. En 1852. Voilà. Et c'est normal qu'on ait des espoirs comme ça. Souvent on se dit bon, ça va ça va remuer les gens, c'est ça qui va les faire bouger. C'est pas une garantie automatique, et en tout cas, si on attend du capitalisme qui s'effondre tout seul, on risque de souffrir de plus en plus. Donc, c'est une hypothèse certes séduisante, mais très dangereuse, parce que finalement, c'est démobilisant. Au fond, si ça va s'effondrer, il n'y a pas besoin de militer. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a tout un tas de trucs qu'on pourrait là, être avec notre famille, et ça serait aussi bien. Ben non, justement, ils ne vont pas s'effondrer. La crise, on va se la manger de plein fouet, même si ce n'est pas une crise pour eux, ce sera toujours une crise pour nous, et du même coup, eh ben, c'est le moment de se battre. Donc, là encore, vous voyez qu'à partir d'une théorie économique, on peut faire dire des choses politiques très différentes. Il y a une autre question qui s'est posée dans l'histoire du marxisme par rapport à cette théorie des crises. Qui part d'une série de problèmes, en fait, justement liés à ces manuscrits de Marx, pas tout à fait terminés, où quelquefois on a un peu de mal à se dire bon, voilà, de quoi il est en train de parler. Ça part d'une question assez simple, c'est, voilà, il y a un circuit argent, marchandise, argent et plus-value. D'où vient la plus-value? Alors j'ai dit tout à l'heure, elle vient du travail humain. C'est ça qui a permis de la produire. Mais qu'est-ce qui a permis de l'acheter? C'était pas une évidence absolue au début du XXe siècle. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour acheter tout ça? Et Rosa Luxembourg s'était penchée très sérieusement sur cette question, avait examiné les manuscrits de Marx dans tous les sens, refait ses calculs mathématiques et disait il y a un problème, c'est que dans les manuscrits de Marx, on a l'impression, au fond, que ça tourne en circuit fermé, le capitalisme peut s'étendre de manière infinie, et du même coup, est-ce qu'il y a une limite à tout ça? Est-ce qu'il y a une limite à son expansion? Alors il y a eu des tas de débats pour savoir si la lecture qu'elle donnait des manuscrits de Marx était la bonne ou non. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la réponse que donnait Rosa Luxembourg. Et à partir du même débat, la réponse que donnaient par exemple les économistes soviétiques dans les années 30. Les économistes soviétiques ont trouvé un truc, c'est qu'ils se sont dit finalement, ce schéma d'expansion permanente, qui reposait sur l'échange d'argent entre la production de machines-outils et la production de biens de consommation, finalement, si on l'applique de manière stricte, ça nous donne une ligne de conduite sur les bons rapports entre les différentes sphères de production, de manière à avoir une économie équilibrée. Et ils s'en sont servis effectivement non plus comme d'un instrument de lutte contre le capitalisme,
mais comme un instrument de gestion économique. Vu la situation économique qu'a traversée l'URSS par la suite, je ne suis pas certain que ça a été un profond succès. Rosa Luxembourg, elle était partie sur une autre piste en disant Marx a dû se bourrer quelque part, donc elle a corrigé un certain nombre de ses schémas, en disant de toute façon cet argent-là qui arrive, qui va servir à acheter toutes ces marchandises, il vient d'ailleurs, il vient d'en dehors du capitalisme. Et du coup, elle a été chercher ça dans les colonies. Effectivement, la question des colonies se posait beaucoup à son époque, au début du XXe siècle. Et elle dit en fait, l'argent qui va servir à acheter toutes ces marchandises qu'on produit, pour l'essentiel, il vient des secteurs extérieurs au capitalisme, donc les pays coloniaux. Ce qui était intéressant, c'est que ça permettait effectivement d'avoir une analyse plus globale du fonctionnement du capitalisme tel qu'il existait vraiment, et de bâtir une théorie marxiste de la colonisation, qui là encore fait partie des choses. On a bien dans le plan du Capital un chapitre prévu sur la colonisation, donc de coup il n'a jamais été écrit. Donc on aurait bien aimé savoir ce qu'il en pensait, et Rosa Luxembourg s'est engouffrée dans cette question-là. Bon. Le problème, c'est que, là encore, ça marchait très bien tant qu'on était dans un monde qui, effectivement, était encore en large partie non capitaliste. Il y avait des continents entiers, je pense à l'Afrique, où il n'y avait quasiment pas de salariés, où les relations capitalistes n'étaient pas développées, et par contre, où il y avait des relations marchandes. Il y avait de l'argent qui circulait, on pouvait acheter des marchandises. Aujourd'hui, à part quelques coins d'Amazonie, le capitalisme il est partout, et même dans ces coins d'Amazonie, des salariés, des ouvriers, il y en a absolument partout. La paysannerie, les vrais paysans, c'est les paysans propriétaires, je ne parle pas des ouvriers agricoles dans les latifundia, mais c'est quasiment marginal en Europe, et même dans beaucoup d'autres pays, c'est quand même en voie d'extinction. Donc, et pourtant, on n'a pas l'impression que l'accumulation du capital ait trouvé une limite là-dedans. Et quand on examine de près les textes de Rosa Luxembourg, il y a un grand absent, et qui est globalement un grand absent de la littérature marxiste pendant très très longtemps, en gros jusqu'à il y a une vingtaine d'années, quand le problème a commencé à se poser de manière aiguë, qui était justement le rôle du crédit, et plus largement de ce que Marx appelle le capital fictif. J'ai parlé tout à l'heure du crédit, le fait que voilà, vous avez une reconnaissance de dette, et cette reconnaissance de dette, si vous la détenez, elle vous assure que vous allez récupérer tant d'argent en plus de son prix initial. Mais globalement, c'est aussi comme ça que fonctionne une action. Vous avez une action dans une entreprise, c'est une part du capital de cette entreprise, mais c'est aussi surtout un droit à valoir sur les bénéfices qu'elle va faire. C'est vrai aussi d'un titre de la dette publique, par exemple. Vous avez un titre de la dette publique, ça vous garantit de recevoir, au bout du compte, un bénéfice là-dessus. Donc, le capitalisme tel qu'il se présente à un moment donné, c'est une immense accumulation de titres de dettes publiques et privées qui vont ramener de l'argent. Mais cet argent, il vient d'où? En l'occurrence, il vient du futur. C'est-à-dire que c'est le travail qui n'a pas encore été effectué qui va l'être à un moment donné, de plus en plus loin, parce qu'aujourd'hui on est dans des dettes qui servent à rembourser des dettes qui servaient elles-mêmes à rembourser des dettes. Donc on est en train d'aller chercher l'argent, c'est-à-dire le travail en réalité, de plus en plus loin dans le futur. Et du même coup, on navigue à vue. Ce que Marx appelait le capital fictif, un terme qui a été longtemps passé inaperçu dans les textes de Marx, mais qui aujourd'hui, on commence à en réentendre parler, justement parce que ça correspond bien à ce qu'on voit, c'est cette accumulation d'argent qui n'existe que sur le papier, d'une certaine façon, mais qui n'est pas complètement déconnecté de la production réelle. Et aujourd'hui, on voit bien
les aspects que ça a dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il s'appelle fictif qu'il n'a pas d'effet au quotidien. Ben, c'est effectivement le développement du crédit à la consommation. Alors, ça peut être simplement le crédit pour un achat précis. Vous achetez une machine à laver, vous la prenez à crédit, c'est du capital fictif. C'est-à-dire que fondamentalement, vous le payez avec vos salaires des 12 ou 36 prochains mois. Ça peut être le crédit à la consommation pure, c'est-à-dire vous avez besoin d'argent souvent pour rembourser les dettes que vous êtes retrouvées, et puis voilà, et vous faites des cavalcades. Vous êtes sans doute comme moi, vous terminez de rembourser un crédit, puis là vous trouvez, bon ben, et si je vais emprunter. Donc ça aussi c'est du capital fictif. Et puis toutes les formes d'épargne financière, et vous voyez bien en plus que les gouvernements nous poussent de plus en plus en disant ben, la sécu c'est fini, vous avez qu'à passer par le privé. Hein, donc ça aussi, on est dans le capital fictif. À chaque fois, on se retrouve avec cet argent qu'on va chercher de plus en plus loin dans le futur. L'aspect qu'on voit de manière la plus frappante aujourd'hui, qu'on est en train de se prendre de plein fouet, qui a été révélé notamment par les luttes sociales en Grèce, parce que c'est là où c'est le plus massif. Évidemment, quand on vous annonce qu'on va réduire les salaires des fonctionnaires de 20%, ça fait frémir. C'est effectivement la crise de la dette publique. Et alors là, effectivement, on est un peu dans le même problème, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est la crise pour les patrons ou est-ce que c'est la crise pour les salariés? Ben, là, c'est pareil. Quand on vous dit on va fermer des écoles, on va fermer des classes, on va fermer des hôpitaux, on va fermer la poste et la gare du village, c'est pas tellement les classes dirigeantes de l'État à qui ça pose problème. Hein. Eux, ils auront toujours des trains, leurs enfants iront toujours à l'école, et s'ils ont besoin de se faire soigner, ça ne leur posera pas de problème. Donc, là encore, il y a des différences dans le vécu de la crise. Ce qui est intéressant par rapport à ça, sur la crise de la dette publique, c'est que ça oblige à se poser très sérieusement la question de qu'est-ce que c'est que l'État dans le marxisme. Et là, on voit bien que beaucoup d'auteurs disent finalement, il n'y a pas vraiment de théorie marxiste de l'État, c'est un blanc. Et très souvent, ceux qui se sont penchés sur le sujet, le plus classique étant Lénine, ont regardé en fait essentiellement les textes politiques de Marx. Qu'est-ce qu'il a écrit sur la Commune de Paris, par exemple, les textes d'Engels sur les... Quand on regarde un peu les questions qui se posaient, notamment sur la dette publique, son problème n'est pas de savoir quelles sont les fonctions de l'État, c'est même pas de savoir quelle est l'intervention économique de l'État, qui se posait assez peu d'ailleurs à son époque, c'est bien de savoir quel est le circuit financier, le circuit économique interne de l'État. Et ça, effectivement, c'est un angle d'approche qui, en général, est tout sauf privilégié. C'est-à-dire essayer de se dire, est-ce qu'avec les outils que Marx a posés dans le Capital, on peut analyser ce qu'est l'État aujourd'hui dans le capitalisme? C'est une question qui est très souvent effleurée. Bien souvent, on analyse l'État à partir de ce qu'il fait, à partir de ses fonctions, et pas à partir de son soubassement économique. Or, la méthode d'analyse du capitalisme par Marx, c'est pas de se dire, tiens, le capitalisme, il va produire du textile, ou il va produire du charbon, parce que ce qu'il considère, c'est que le capital, il produit d'abord de l'argent. Et la question se pose effectivement de savoir si ce schéma-là, il est applicable à l'État. Or, effectivement, aujourd'hui, face à la crise de la dette publique, on voit bien cette question-là posée de manière évidente. C'est-à-dire que finalement, avec cette histoire de capital fictif, que vous investissiez dans une usine qui produit quelque chose, que vous investissiez dans des produits financiers, fondamentalement, c'est à peu près pareil, puisque ce qui va compter, c'est est-ce que ça va vous rapporter 3%, 4%, 5%, 20% de bénéfices. Et du point de vue des capitalistes, aujourd'hui, investir dans l'État, c'est un simple calcul, c'est combien ça va rapporter. J'achète des titres de la dette publique,
combien ça va rapporter. Pourquoi est-ce que depuis un an ou un peu plus, on parle systématiquement des fameuses agences de notation, hein, les Moody's et autres, tous les jours les agences de notation. Ben, c'est quoi une agence de notation? C'est que vous êtes un État, vous lancez un emprunt sur le marché international, vous avez besoin de dire aux investisseurs, moi, je vais vous rembourser, et je suis capable de vous rembourser tant. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, l'État paye l'agence de notation pour qu'elle évalue ses capacités à rembourser et, en fonction de ça, qu'elle délivre la fameuse note qui dit au marché international, oui, cet État-là, il va rembourser bien, cet État-là, méfiez-vous, cet État-là, n'y allez pas, vous ne verrez jamais votre argent. C'est exactement comme quand on fait un dossier de surendettement, hein, on va évaluer si vous êtes en capacité ou non. Tant que vous êtes un État qui est considéré comme sûr, tout se passe bien. À la rigueur, capitaliste, il investit dans les titres de la dette, et puis il attend tranquillement que l'argent revienne, il n'y a pas de problème. Le jour où il commence à être moins sûr, et c'est bien ça l'enjeu des baisses de notation. Le jour où il commence à se dire « Oh là là, cet État-là ne va pas me rembourser », il regarde de bien plus près la politique qui est menée en se disant « Comment est-ce qu'il y a moyen de, ni plus ni moins, de le rendre plus productif? Comment est-ce qu'on va lui faire cracher plus d'argent ou au moins cracher l'argent qui est nécessaire à être remboursé ?» C'est pour ça que, à tel point, cette question de sécurité, de l'investissement, ça a engendré quelque chose qui est assez étrange. C'est qu'aujourd'hui, de la même manière que vous pouvez assurer votre maison en cas de risque, vous pouvez assurer votre investissement en cas de risque. Vous investissez dans la dette publique, ben, vous pouvez assurer cet investissement. Et quand on parle de la crise des CDS, Credit Default Swap, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est en fait des titres d'assurance, mais qui eux-mêmes, du coup, rapportent de l'argent. Dès qu'il y a un risque, comme avec une assurance, il y a possibilité de rapporter de l'argent. Donc on voit bien que ce système de la dette publique, il engendre tout un tas d'instruments financiers, à la fois de mesures, de protection, etc. Il engendre lui-même d'autres formes qui viennent s'ajouter au capital fictif. Et là encore, eh bien, ce que ça donne, c'est que quand on est dans le capitalisme globalisé où finalement vous pouvez investir dans tout et n'importe quoi, y compris dans de l'État, ben, c'est la bourgeoisie internationale qui a la main sur l'État. À partir du moment où on lui dit, bon ben, vous n'êtes pas en mesure de rembourser, ben voilà ce que vous allez faire. Vous allez couper tel service public, vous allez couper telle dépense, vous allez couper les salaires des fonctionnaires, vous allez restaurer votre système fiscal pour qu'il ramène plus d'argent, etc. Donc, la dette publique, qui n'est pas un phénomène nouveau, hein, qui a des siècles d'existence, et on voit depuis très longtemps ce fonctionnement-là, c'est précisément ce qui permet aux capitalistes d'avoir le contrôle de l'État. Quand on dit effectivement que l'État c'est toujours un État au service de la bourgeoisie, là on a un mécanisme extrêmement concret. Et quand Marx dit que la dette publique c'est la seule chose que les peuples possèdent, ben, c'est exactement ça qu'il dit, c'est que effectivement par cette dette publique, les capitalistes disposent effectivement d'un moyen de pression extrêmement fort sur l'État. On a vu ça fonctionner pendant plusieurs décennies avec le FMI, hein, qui pouvait dire à tel ou tel État, vous voulez rembourser votre dette, l'argent qu'on vous a prêté en sachant que vous ne pourriez pas rembourser, c'est quand même ça le fonctionnement. On va vous envoyer des conseillers, on va doubler chaque haut fonctionnaire par un conseiller du FMI, et puis on va vous mettre le truc en coupe réglée. Autrement dit, ben, on va faire du bénéfice sur votre État. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place
dans les pays occidentaux. On n'avait pas l'habitude, parce que d'habitude on était dans l'autre position, mais là, fondamentalement, c'est pareil. Les méthodes qui sont mises en place sont exactement celles qui étaient appliquées par le FMI aux pays du tiers-monde. Donc, on est quand même dans une situation, de ce point de vue-là, radicalement nouvelle, parce que il n'y a plus, c'est sans doute vieux, mais là c'est très très vérifiable, il n'y a plus de différence fondamentale du point de vue des capitalistes entre l'État et n'importe quelle autre entreprise. Ce qui était vrai jadis du point de vue des classes dirigeantes, c'est-à-dire pour lesquelles l'État, quelles que soient les fonctions annexes qu'ils puissent avoir, ça a toujours été un instrument qui leur permettait de prélever des impôts qui assuraient leur fin de vie, et rien d'autre, était venu se greffer tout un tas d'autres fonctions. C'est-à-dire que les gens, les salariés, s'étaient battus pour que l'État assure d'autres fonctions que simplement que se ravitailler lui-même. Là, aujourd'hui, il est pris en coupe réglée entre ces deux-là. Et l'effet principal que ça a, c'est que ça oblige effectivement les États à se spécialiser à l'échelle internationale pour essayer de répondre le mieux possible aux besoins du capital. Et là, on voit très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les États vont essayer d'assurer la paix sociale, de faire diminuer le coût de la main-d'œuvre, de se spécialiser souvent dans une série de productions. Bref, de garantir simplement aux capitalistes qui investissent dans un pays que leurs investissements sont en sécurité et qu'ils vont pouvoir ramener de l'argent. Pourquoi est-ce que ça met cette pression? Parce qu'effectivement, le seul moyen de rembourser la dette publique, c'est de prélever des impôts, d'une manière ou d'une autre, et pour prélever ces impôts, ils naissent pas de nulle part, ils naissent là encore du travail humain. Pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait des capitaux. Les deux choses sont intrinsèquement liées. Donc on va essayer d'offrir aux entreprises les meilleures conditions possibles pour pouvoir générer cet impôt qui va générer les remboursements de la dette publique. Et donc on a un cycle qui se boucle. Et ça, on l'a vu avec justement les diminutions fiscales. C'est moins 30% à l'échelle de la planète, simplement parce que quand vous êtes un capitaliste, vous pouvez dire je vais investir là ou là ou là, faites-moi une offre. Effectivement, vous avez mis tout le monde en concurrence. Et comme le tarif que vous payez, c'est les tarifs douaniers et les tarifs fiscaux, ça va tirer à la baisse. Et effectivement, là encore, les tarifs douaniers, c'est des choses qui ont diminué d'à peu près 90% sur les 50 dernières années. Donc on voit bien comment le système mondial s'est complètement intégré sur cette base-là, et pourquoi c'est intéressant de se plonger sur les bases économiques de l'État, et pas uniquement ses bases politiques. Donc voilà, pour moi, ce qui était l'essentiel en résumé. C'est qu'à partir c'est de comprendre comment Marx analyse les crises économiques telles qu'elles se déroulent à son époque, on voit que c'est encore extrêmement fructueux et que tout un tas de concepts qu'il avait posés à un moment donné, dont on ne s'est pas toujours servi tout de suite, eh bien, sont encore aujourd'hui extrêmement efficaces pour analyser le capitalisme dans son ensemble. On voit qu'on n'a pas encore tiré sans doute toute la moelle de ce qui pouvait sortir du marxisme. Il y a encore tout un tas de choses à développer. Il faut vraiment se battre contre la tendance à se dire bon, ça Marx en a pas trop parlé, on va aller chercher ailleurs. Alors pendant longtemps, des gens qui disaient marxistes allaient chercher chez Keynes. Aujourd'hui, on va aller chercher tout un tas d'économistes libéraux, et puis on va recycler ça d'une manière ou d'une autre en essayant de faire passer ça pour du marxisme. Non, allons chercher le marxisme chez Marx, ça marchera bien comme ça. Mais effectivement, il faut le faire dans une perspective politique et dans une perspective de classe. C'est-à-dire, si vous servez du marxisme, comme essaie de le faire Patrick Artus, grand économiste libéral qui titre une interprétation marxiste de la crise, si vous voulez faire du marxisme un instrument de compréhension de l'économie
pour qu'elle marche mieux, ça ne fonctionnera pas. Vous serez toujours au bout d'un moment obligé de venir distordre le marxisme parce qu'il n'est pas fait pour ça. Le marxisme, fondamentalement, c'est une théorie de la classe ouvrière. Marx n'est pas devenu communiste comme ça du jour au lendemain. Il est devenu communiste parce qu'il y avait des ouvriers communistes, avant tout. Ça, il faut toujours le rappeler. C'est une théorie qui permet d'expliquer effectivement à un moment le fonctionnement du capitalisme, mais parce qu'il y a objectif de le dépasser, parce qu'il y a objectif de le détruire. Si vous essayez de vous servir du marxisme comme d'un instrument statique simplement de compréhension, on passe complètement à côté du sujet. C'est d'abord un instrument qui permet d'avoir une analyse critique très sévère du capitalisme, qui permet de critiquer toutes les fausses solutions qui sont proposées, même quelquefois au nom du marxisme, et qui permet d'être un outil de combat. Et ça, c'est pour ça que c'est important, par moment, de se replonger dans ces questions qui peuvent paraître un peu théoriques, qui peuvent paraître quelquefois un peu abstraites et un peu complexes, et parce que on a besoin, aujourd'hui où on est confronté en permanence à ce qu'on nous présente comme une crise économique, où on est confronté en permanence à la crise de la dette publique et à ses effets, d'avoir des outils d'analyse qui soient aussi des outils de lutte. Voilà. Merci Nicolas. On peut poser des questions. J'ai une question à te poser. Les agences de notation, ils ont été créées quand et par qui? Alors, non, mais il y a deux personnes qui l'ont fait, les agences de notation. Pour ça, je te pose la question. C'est pas une question piège. Je sais qui les a créées, mais c'est depuis combien de temps? dans mon souvenir, est-ce que j'avais vu, mais je ne me suis pas penché sur l'histoire des agences de notation, mais c'est assez ancien. Je crois que les premières, elles ont plus de 80 ans, il me semble. Mais de toute façon, ce qui a changé par contre, c'est que, et ça fait partie des débats entre les économistes et les bourgeois, c'est qui les paye, parce que au départ, elles étaient plutôt payées par les investisseurs, et aujourd'hui, elles sont payées par ceux qui émettent les titres. Ce qui n'est pas sans poser problème, puisque quand on paye quelqu'un, on a quand même quelque chose à lui dire sur le résultat. Pour amplifier l'austérité envers les salariés, les travailleurs, c'est Sarkozy et Madame Merkel, allemands, qui ont mis en route les agences de notation depuis 2 ans. Ça, faut le savoir, au niveau européen. Et ça existait avant, mais ils les ont remis à l'ordre du jour, aujourd'hui, pour remettre en marche. Parce qu'ils se pénalisent eux-mêmes, ils se font plus le fouet. On se pénalise nous-mêmes en disant, voilà, comme ça on est obligé d'écraser les masses, pour dire, maintenant vous n'avez pas les salariés. Donc, voilà. Et une autre question, et puis je pense. Et par rapport aux indignés, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport aux indignés, qui ça bouge beaucoup en Europe, sauf en France. Alors, je crois effectivement, c'est plutôt nous que eux qui pénalisent. C'est toujours le problème avec les politiques libérales, parce que souvent on nous dit que c'est des politiques qui vont affaiblir l'État. Bon, d'abord, personnellement, moi je suis un marxiste très basique. Le marxisme, ça a un objectif, c'est de détruire l'État et de passer à une société sans classe et sans État. Donc la question de savoir ce qui va affaiblir l'État me chiffonne pas beaucoup. Mais en plus, je pense que fondamentalement, il faut voir qu'est-ce que ça affaiblit comme État. Aujourd'hui, il y a surtout un transfert, c'est-à-dire que toute une partie de fonds qui étaient investis dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, etc., ils vont être prioritairement investis dans la répression. Donc effectivement, on ne voit pas tellement en quoi un État qui investit de plus en plus dans ses policiers et dans son armée, et qui a une obsession de l'idée qu'il pourrait se retrouver un jour face à un mouvement social généralisé et qu'il faut s'en prémunir, il serait plus faible qu'avant. Ce qui a changé effectivement, c'est qu'est-ce qui est affiché comme priorité, et ça, c'est une fonction directe de la lutte de classe, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des services publics et à avoir de la santé et de l'éducation quand on se bat pour.
Donc là, je ne crois pas qu'il soit affaibli beaucoup. Et puis surtout, c'est ce que je disais, il y a dans l'État, historiquement, une espèce de noyau. Prenez l'État au XIXe siècle. L'État dont parle Marx, justement, quand il fustige souvent les fonctionnaires. Par exemple, quand on lit ça, on se dit, bon, de quoi il parle, mais il ne parle pas du postier du coin. Lui, il a en tête une bureaucratie de militaires, de flics et de percepteurs, parce que c'est quand même essentiellement ça. Hein. Voilà. Quand il parle de l'État prussien, c'est 80 000 percepteurs d'impôts. Alors évidemment, ça c'est un État qui a pour fonction essentielle de se reproduire lui-même et de faire vivre sa classe dominante. Et quand on regarde le noyau dur de l'État, au départ, historiquement, l'impôt, c'est vraiment un racket pur et simple qui sert à faire vivre la classe dominante. Ce qui s'est passé au cours notamment du XXe siècle, c'est que chaque classe sociale est venue demander quelque chose de plus à l'État, et puis quelquefois il y a des choses qui sont tombées dans son escarcelle d'une certaine façon, qui n'avaient pas nécessairement à y faire. On voit bien par exemple sur la question de la santé, au départ les ouvriers ont créé des mutuelles. Bon, mutuelles c'est pas facile à faire vivre, mais c'était quelque chose dont les patrons ne voulaient pas. Les mutuelles ont dégagé de plus en plus de fric, mais souvent se sont retrouvés en difficulté, et puis à un moment, la tentation, compris chez les ouvriers, c'était de dire on va demander à l'État d'appuyer le système. Fondamentalement, le système de sécu, il est dans cet ordre-là. Mais progressivement, et on le voit bien ce qui s'est passé avec la CSG et consorts, c'est que de plus en plus quelque chose qui était de l'ordre de la solidarité entre les travailleurs est devenu l'affaire de l'État, est devenu une affaire fiscale, et puis au bout du compte, ils prélèvent des sous, mais c'est plus forcément ce montant-là qui revienne. Ce qui faisait la base de la Sécu, qui était ni plus ni moins un principe communiste, c'est-à-dire la Sécu, vous versez en fonction de votre salaire, et ce que vous recevez, c'est en fonction des problèmes que vous avez. Vous avez un problème de santé, on ne va pas vous dire, non, vous avez cotisé tant, vous avez droit à tant. Donc ça, c'était un vrai principe communiste. C'est un peu une image de ce que devrait être la société humaine. Sauf que là, aujourd'hui, vous payez tant, et puis finalement, on vous dit, mais oui, mais allez quand même cotiser au privé, et puis, ce médicament-là, il va peut-être rembourser ce machin. Moi qui ai une maladie grave, je suis allé tout à l'heure à la pharmacie, on me dit, non, ce médicament-là, il n'est plus produit. Bon, voilà. C'est pas assez rentable. C'est pas assez, voilà. On est en permanence face à ce genre de truc. Donc, effectivement, c'est là le problème que ça pose, c'est que finalement, on s'est appuyé sur un État, mais cet État-là, il n'a jamais été tel qu'il se présente, c'est-à-dire le représentant du bien public. Il a toujours été le représentant de lui-même. Il a toujours été une machine à ramener de l'argent pour faire bien vivre la classe dirigeante. Sarkozy et consorts ne sont pas tout à fait pauvres. Et on voit bien que les hommes politiques, quand ils quittent leur fonction publique, ils sont souvent beaucoup plus riches que quand ils y sont entrés. Donc c'est bien quand même que c'est un truc qui draine de l'argent. Et ça, effectivement, du coup, le libéralisme, il va trancher dans l'État tout un tas de choses, mais il va trancher ce qu'on y a apporté. Et par contre, ce qui est important pour eux, c'est-à-dire leur train de vie et puis leur sécurité, ça, ils n'y touchent pas. Alors après, les indignés. Les indignés, moi j'ai un avis un peu mitigé parce que ça, d'abord d'un point de vue pratique et puis ensuite sur le fond. D'un point de vue pratique, moi comme tout bête militant, j'ai été voir, j'habite à Lille, il y a eu un moment durant le printemps et l'été, des gens qui ont commencé à vouloir camper dans la rue, etc. etc. J'ai été voir, l'idée est sympathique, mais ils discutent essentiellement de questions de forme, comment on va faire. Finalement, dès qu'on commence à essayer d'avoir une discussion de fond, ça capote, personne ne s'écoute vraiment.
Et dès qu'on arrive avec quelque chose de politique, on dit ah non, non, c'est mal, c'est politique. Bon, je me souviens notamment de militants des jeunesses communistes qui passaient par là, en l'occurrence, parce qu'ils allaient à une manifestation de défense des sans-papiers, ils arrivaient, ils avaient leur drapeau à la main, et ça a fait 2 heures de débat pour savoir s'ils avaient le droit de venir avec leur drapeau. Donc moi je veux bien qu'on discute de politique, mais dans ce cas on discute de politique. On peut débattre avec les jeunesses communistes, mais on discute de politique. Et un mouvement qui se constitue en disant on va changer le monde mais on est apolitique, il y a quand même un problème. Alors je sais qu'en Espagne, etc., c'est pas forcément partout la même chose. Hein. C'est des réalités sociales extrêmement variées. C'était sans doute beaucoup plus intéressant en Espagne qu'ici où c'était un peu un écho lointain. Mais on retrouve quand même un peu cette idée-là de on ne va pas trop discuter de politique, on ne va pas laisser les courants politiques existants présenter ce qu'ils ont à dire. Et puis, malgré tout, on voit aussi que des courants politiques parfaitement constitués, mais pas très recommandables, eux savent utiliser ce truc-là. Moi, je pense notamment aux troupes de Soral, c'est-à-dire à l'extrême droite, qui arrivent toujours vous savez, leur slogan, c'est la gauche du travail, la droite des valeurs. Oui, mais c'est quand même fondamentalement l'extrême droite. C'est le vieux discours soi-disant socialiste de l'extrême droite. Et eux ont su très très bien utiliser ce truc-là et vous les retrouvez un peu partout. Et puis, quand on regarde comment se concentre leur critique, pourquoi j'ai insisté tout à l'heure toujours en disant attention, même quand on parle du capital fictif, donc du capital financier, etc., ça se base toujours sur la production, et cette production, c'est toujours sur l'exploitation. Pourquoi je dis le marxisme? C'est d'abord une théorie de l'exploitation, et c'est une théorie de la classe ouvrière. Justement, c'est par rapport à ces questions-là, parce que quand on a des gens qui focalisent uniquement sur la sphère financière, uniquement sur Wall Street, mais en déconnectant ça complètement de ce qui se passe dans les boîtes, de la question de l'exploitation, on n'est plus vraiment en train de critiquer le capitalisme, on critique éventuellement certains de ses effets, mais au fond, ils sont en train de dire, et certains le disent presque ouvertement, hein, il y aurait comme une espèce de bon capitalisme productif, dans lequel il faudrait oublier de dire que les ouvriers sont exploités, et puis il y aurait un méchant capitalisme financier. Non, c'est le même. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est argent, marchandise, c'est-à-dire production de marchandises, argent, c'est bien le même circuit en permanence qui tourne. Et alors quand vous regardez de près, il y a des tas de gens qui sont parfaitement honnêtes, sincères, et puis avec lesquels justement je pense qu'il faut discuter. Il y a aussi des gens, sur la base de cette critique du capitalisme financier, qui viennent vous distiller des trucs qui sont purement et simplement de l'antisémitisme, alors après qui vont habiller d'une manière ou d'une autre. Et ça a été dénoncé à l'échelle internationale un peu partout, c'est-à-dire qu'effectivement, des gens qui arrivent avec des idées antisémites viennent s'engouffrer là-dedans, puis on va vous dire les financiers, puis les financiers ça va se résumer à Rothschild, et puis là vous arrivez sur des trucs extrêmement nauséabonds. Donc c'est sympathique d'occuper Wall Street, mais prudence, quel est le contenu politique et social de tout ça? Quelle est la base sociale de tout ça? Merci. Des questions les camarades? Jean-Claude a dit un des deux. Non, mais c'était par rapport aux indignés. Moi, je pense qu'après, il y a aussi la différence de compréhension dans chaque pays par rapport au développement du niveau de classe d'un pays. Par exemple, en France, où il y a un parti communiste important, et puis par rapport